Bienvenue dans Drapeau Noir et Soleil, le podcast qui revient sur les personnages hauts en couleur et les histoires folles méconnues de notre histoire européenne. Chaque semaine, nous vous lirons un chapitre d'un bouquin qui nous a marqués dans notre parcours militant, suivi d'un débrief avec notre approche légère et sans prise de tête. Bonjour à tous et bienvenue sur ce 8e épisode de Drapeau Noir et Soleil pour le chapitre 10, le revers de la médaille. Aujourd'hui et encore, je suis avec Kozak. Bonjour. Et c'est Kozak qui va nous lire ce merveilleux chapitre. Chapitre un peu plus triste, on va dire, que le reste qu'on a vu pour l'instant. C'est déjà très court, contrairement aux différents derniers chapitres. C'est ça. Qui étaient un peu longués. Je pense qu'Olivier Tosseret ne voulait pas nous mettre le bourdon. Non, par contre, il a toujours oublié de mettre des virgules, cet enculé. Parce que les phrases, elles sont toujours aussi longues. Ouais, t'as eu de la chance. Ça n'a pas été très long, mais effectivement, toujours aussi galère. Et c'est un chapitre qui est court, mais qui, par contre, suit bien le chapitre de la semaine dernière que tu avais lu. Ouais. Sur le côté un peu social et syndical de Fiume, de D'Annunzio, de son entourage. Et là, c'est vraiment la suite. Donc, de toute façon, vous verrez dans le chapitre, mais ça raconte un petit peu la faim qui commence à s'installer à Fiume, parce qu'il y a un blocus quand même. Et les réponses que va apporter D'Annunzio à ça, et puis ça ouvre les réponses derrière. Politiques, hein, finalement. Ouais, c'est ça. Politique et sociale. Et puis, comme dans le chapitre précédent, on voit bien que D'Annunzio n'est pas l'un ou l'autre, que l'un ou que l'autre. Il arrive à embrasser plein d'idéologies, qui sont différentes, c'est ça. Eh bien, on vous laisse avec la lecture tout de suite. Fiume vit l'année d'Holocauste. Brûle d'ardeur, proclame solennellement Gabriele D'Annunzio. Ses habitants grelottent et ils ont faim. Les préoccupations nées au moment de l'instauration du blocus par le gouvernement italien se sont vérifiées. Le bois de chauffage et les vivres manquent. Le charbon devient introuvable. Les vêtements de plus en plus rares. La dégradation de la situation au fil des mois oblige rapidement le Conseil national à imposer des mesures de rationnement sur les produits de première nécessité, en particulier alimentaires. Les restrictions seront sans cesse renforcées jusqu'à interdire la confection et la vente de tout type de dessert ou encore la consommation de la viande ou des brioches dans les restaurants et les hôtels. La misère est terrible, écrit dès le 6 novembre 1919 à ses parents Giovanni Boscogrande di Carcacci, un volontaire de 17 ans venu de Sicile. La nuit, on voit des vieillards endormis sur les trottoirs, sous la pluie, et combien de visages efflanqués de personnes qui ont faim. Les plus pitoyables sont les enfants. 7000 parmi les plus pauvres ou malades seront d'ailleurs dans les semaines qui suivent évacués vers l'Italie par les soins de la Croix-Rouge. C'est elle qui sera chargée d'atténuer les souffrances des habitants de Fiume. Son président, le franc-maçon Giovanni Chiarolo, étant d'ailleurs sensible à sa cause. La question de l'approvisionnement de la ville est habituellement exploitée par tous. Par Francesco Saverioniti, comme un moyen de pression dans ses négociations pour faire céder Gabriele. Par ce dernier, qui peut propager de son côté l'image d'une ville martyre de sa foi, affamée par l'impitoyable président du Conseil. Il fut au contraire sensible à la question humanitaire, autorisant la Croix-Rouge, dès le 25 octobre, à acheminer carburant, denrées alimentaires et médicaments nécessaires à sa population. Durant l'occupation d'annunzienne, elle fera parvenir l'équivalent de 13 millions de lires de marchandises, dont environ 60 000 quintaux de céréales et plus de 400 000 œufs. C'est suffisant pour éviter la famine, mais pas pour la protéger des diverses pénuries et disettes ou pour provoquer un soulèvement de masse contre les troupes du commandante. Le blocus paralyse la ville, constate Léon Koczynski. L'anémie économique, avec l'arrêt complet de l'activité du port, la fait mourir de mort lente. La faim, la maladie, à la porte du pauvre, deviennent au seuil du riche la tentation. On s'adonne aux affaires louches et aux marchés inavouables. On commence par spéculer, puis on trompe, on marchande, on arnaque. On doit bien vivre, et on devient amasseur, ou mieux, requin. Les étals des magasins se vident de leurs fruits et légumes. Le prix de la viande bondit faramineusement, tandis que les œufs et le lait sont pratiquement introuvables, tout comme le pain et la farine. On continue pourtant, pendant de longues semaines, à trouver en abondance chocolat, crème fouettée et pâtisserie. Quant aux journaux locaux, ils consacrent des pages entières à des réclames où les parfums de luxe, le champagne et autres vins fins occupent des places de choix. Ces denrées sont destinées à ceux que les prix d'usurier ne rebutent pas, et n'ont que l'embarras du choix pour se satisfaire sur le marché noir.
Certains légionnaires s'y livrent sans scrupule, profitant du chaos monétaire qui règne. Humilié par D'Annunzio, Nitti serait bien embarrassé pour savoir dans quelle devise lui rendre la monnaie de sa pièce. À Fiume, 3 différentes sont en circulation. Des billets de Monopoly pour la vie d'un micro-État dénué de banque centrale, privé d'impôts et dont la société ressemble à un grand jeu. La lire italienne cohabite avec la couronne fiumaine et la couronne yougoslave, sans oublier les monnaies de l'ancien empire austro-hongrois et des différents États qui ont surgi sur ces ruines. La première est évidemment la plus rare et la plus stable. Tout l'inverse des fluctuations de change des autres monnaies, dont les cours sont surtout fixés par la fréquence des bruits, nouvelles et autres fausses rumeurs qui se succèdent presque d'heure en heure. Des conditions rêvées pour les spéculateurs en tout genre. Quant aux commerçants honnêtes, devant se fournir à l'extérieur de la ville en payant en lire pour vendre ensuite leurs marchandises dans une autre monnaie, ils font s'envoler leur prix pour limiter leurs pertes. Le journal Il Tappo résume avec humour la situation. Le papier-monnaie qui est à libre circulation à Fiume est le papier-monnaie avec le nouveau tampon Ville de Fiume, apposé sur les billets qui avaient déjà cette estampille. Mais les 10 billets, pour une grande commodité du public, ne se trouvent quasiment plus en circulation. Le but est de lui éviter des ennuis. Circule ainsi la monnaie yougoslave. Ici, il faut distinguer. Mais c'est très simple. Certains billets sont bons, d'autres sont faux. Pour le comprendre, il suffit de regarder s'ils sont bons. Ceux non estampillés ne sont pas bons, mais sont quand même valables. Ceux de 1000 sont bons, mais personne n'en veut. Ceux estampillés hongrois, qui les acceptent, qui non. Ceux estampillés croates sont un peu faux, un peu presque faux, un peu bons. Il y a ensuite des billets tchécoslovaques, puis ceux de Cyriano Karintz, puis ceux avec le timbre rouge de l'Autriche allemande. Ceux-ci sont valables selon les jours. Pour le change entre la monnaie italienne en couronne, la chose est plus simple encore. Lisons le bulletin de change qui indique par exemple 7,50. L'argent de change donnera 7,10. 6,50 au café, 6 chez le chapelier, 5 chez le papetier, 5 chez l'épicier et 4 chez l'autre épicier. Et ainsi de suite. Ceci est fait avec la noble intention que les enfants fiumains en attendant tous ces chiffres après les mathématiques et se rendent à l'école. Leurs mères vont jusque sous les fenêtres du palais du commandante pour protester contre la dégradation de leurs conditions de vie. Elles sont dispersées pour éviter qu'elles ne forcent les portes. Leurs maris les franchissent après la proclamation par les syndicats des travailleurs et des dockers d'une grève générale le 6 avril 1920. Les revendications sont exclusivement économiques et non politiques, tient-il à préciser. Un salaire minimum payé en lire italienne et la hausse des rations alimentaires. Les pourparlers échouent avec le patronat. Ils reprennent sous l'égide de Gabriele D'Annunzio, chargé d'arbitrer le conflit social. Il y met un terme après 2 jours de négociations serrées. Les grévistes obtiennent un salaire journalier de 13 lires, au lieu des 15 réclamés, et un rigoureux contrôle des prix. Le 9 avril, le poète rédige un message adressé aux travailleurs. Questo basta e non basta. Cela suffit et ne suffit pas. C'est l'un des plus beaux textes écrits à Fiume. Il démontre que son lyrisme ne sert pas uniquement à exalter le patriotisme. Il se fait le porte-parole de ceux qui n'ont pas leur mot à dire. Il ne s'est jamais intéressé aux problèmes sociaux, le voilà qui s'en préoccupe. Il ne domine plus le peuple, une masse anonyme et grossière à laquelle il convient d'imposer sa volonté et dont les souffrances peuvent être adoucies par de ponctuels actes de charité. Il est au milieu des travailleurs, partage leur sort, leur malaise et leurs aspirations. Le récit de ses impressions des négociations avec les patrons est digne du Germinal de Zola. Il est le maître de la maison, celui qui reçoit les délégations. Et pourtant, à le lire, on a l'impression qu'il est un des membres de la famille ouvrière Maheu, pénétrant dans le salon de la famille bourgeoise Grégoire. Gabriele, l'esthète raffiné, devait pourtant se sentir chez lui dans la salle de cérémonie aux murs couverts de stucs et de dorures. Il est intimidé par ces portraits de vieux gouverneurs magyars emmitouflés dans leur fourrure épaisse et gonflés de leur autorité acide qui les fixe. Le snob sans gêne ne sait plus comment s'asseoir sur ces fauteuils recouverts de soie claire et qui souffre comme de l'hermine qui risque d'être tachée. Il se sent emprunté, les pieds bien posés sur les tapis bien nets et bien lisses. Ces éléments, pourtant si familiers, lui deviennent soudainement étrangers. Il étouffe, enfermé dans cette pièce aux 4 murs pâles où il respire l'avarice et la misère. 2 camps qui se font face dans une joute verbale inégale, puisque les plus humbles n'en connaissent pas le maniement des armes. Il mettra les siennes à leur service. Je vous voyais penché avec le buste plié en avant, avec les genoux sur les cuisses, mâcher le mot qui se détachait de votre cœur en peine. Subitement, je le saisissais et je le prononçais. Plutôt, je l'indiquais.
Plutôt, je le gravais dans le silence compact. Étonné, vous regardiez l'interprète improvisé, vous illuminant comme lorsqu'on retrouve le frère perdu, comme lorsqu'on reconnaît un accent fraternel dans l'étranger. Gabriele D'Annunzio a perdu le sien, celui des Abruzzes, en montant à la capitale. Il n'a pas poussé sa réflexion sur la question de l'exploitation économique, mais il est conscient que les outils de la parole y jouent un rôle tout aussi important que les outils de production. Leur confiscation permet la domination. Et c'est pour cela qu'il les donne aux ouvriers qui en sont privés. En l'entendant s'allume une étincelle au coin de leurs yeux, une étincelle qui interrompait l'opacité de la rancœur. Pouvoir mettre des mots sur une injustice, c'est lui donner corps. On peut lutter contre un corps, alors qu'on se laisse envahir par un sentiment. Les discussions sur la quantité des rationnements se fait de plus en plus âpres. Un homme gras disait « ça suffit ». Un homme maigre disait « ça ne suffit pas ». Un réduisait la tranche de pain, l'autre l'augmentait. Ils coupaient avec le même couteau, avec le même fer. On sentait que chaque parole prononcée était passée entre les dents. On sentait que l'ongle était l'extrémité de chaque geste. C'était la lutte des hommes avec les dents contre ceux avec les ongles. Les mots deviennent les crocs que montrent les uns et les griffes que sortent les autres. L'instinct de survie contre la rapacité. D'Annunzio ne peut que noter quelque chose de bestial, sous les allures de bienséance de la salle. La bête qui y rôde, ce que l'on cherche à abattre ou à dompter, c'est la misère. Ses yeux fixent ceux du poète. Il se souvient alors des visages de ceux qu'il a reçus en audience, dans son palais, les femmes décharnées, presque exsangues, épuisées, qui avaient vendu leur dernier bien, leur dernier haillon, les enfants émaciés, ridés comme des vieillards recroquevillés pour rentrer dans la matrice de la mort. Les hommes malades, ensevelis par la fatigue, qui creusent les poumons, courbent les os, brûlent les yeux, corrodent les viscères. Il prend alors conscience qu'à cette table, il n'est plus le Seigneur qui fait l'aumône, mais un compagnon de souffrance. Mal assis dans les fauteuils mous d'une salle pompeuse, Gabriele regarde les mains des patrons et celles des travailleurs. Des mains disposées pour serrer et des mains disposées pour arracher. Cet amas de vivres, symbolisé par le catalogue des prix, doit être soupesé et évalué à l'aune des mots. Chaque lutte n'est rien d'autre qu'un effort vers l'expression. Ô compagnons méfiants, je dois et je veux aider votre lutte à s'exprimer entièrement. Les mots sont des filets pour entraver son adversaire et saisir ceux que l'on convoite. Les grévistes sont pris dans ceux des patrons auxquels ils répondent avec l'accent vénitien, ou fiumin. D'Annunzio les libère en libérant la parole. Le mot s'enchevêtrait entre vos dents, parfois écumé à la commissure des lèvres sévères. Je vous l'enlevais de la bouche et le prenais dans mon souffle, puis je lui donnais forme et visais la cible. Le duel est désormais à armes égales. L'autre partie résiste. Chaque non faisait hésiter sa tête et ébranler la vôtre, tandis que tombait la nuit. Une autre poignée de farine? Non, nous voulons vivre. Un autre morceau de pain? Non, nous voulons vivre. Un autre bol, un autre os? Non, nous voulons vivre. Le poète n'est plus un simple interprète de revendications. Il en est l'artisan. Voilà, nous donnons tout ce que vous demandez, finissent-ils par céder. Nous voulons vivre. Lorsque, député, il avait abandonné en cours de séance les bancs de la droite pour rejoindre ceux de la gauche, il s'était ainsi justifié. Dans le cadre du spectacle d'aujourd'hui, j'ai vu d'un côté beaucoup de morts qui hurlent et de l'autre quelques hommes vivants et éloquents. Parce que je suis un homme qui pense, je vais du côté de la vie. Cette fois, il a quitté les rangs des vainqueurs pour rallier celui des vaincus. Il y a vu des hommes vivants auxquels il a fait don de son éloquence. Pouvez-vous encore vous méfier de moi, peuple, vivier de puissance et d'ingénuité? Comment peux-tu craindre qui est pur comme toi, prêt à pécher comme toi, prêt à détruire comme toi, capable de créer comme toi, fidèle à toutes ces images, comme tu l'es aux tiennes? Il y a aujourd'hui parmi mon peuple qui se fait une idée de la grandeur, une image qui ne convient pas à moi. Chef, que m'importent les doctrines? Hier a été accomplie une action plastique, une œuvre de vie. Bon, eh bien, merci Kozak pour cette lecture. Courte lecture, Très mais... courte, franchement, c'était confort. Ouais, t'as de la chance comparé à d'autres. Mais pour autant, beaucoup de choses à dire, mine de rien. Déjà, la première chose qu'on peut constater, c'est, et on l'a un peu dit dans l'intro, c'est ce terme de année holocauste, cité holocauste aussi. Je pense qu'on peut très rapidement arriver à ce qu'on s'était dit en off par rapport à toute cause qui nécessite un sacrifice
C'est ça. pour comment dire, être gravé dans le marbre, C'est pour ça. finalement être gravé dans l'éternité. Bah, pour moi, pour qu'il y ait un événement historique, il faut qu'il y ait des mémoires qui soient liées à cet événement. Ouais, Et pour graver une mémoire, il y a rien de mieux que la souffrance. que la souffrance, Ouais. la douleur, tout ça. C'est d'ailleurs pour ça qu'on se rappelle aussi beaucoup des défaites. Mmh. Et notre famille politique a tendance, et À s'arrêter là-dessus. on Ouais, connaît c'est quelqu'un que ça énerve beaucoup, mais a tendance à fêter les défaites, à célébrer les défaites, à Mmh. se souvenir des défaites, et au final assez peu des victoires. Et je pense que c'est aussi pour ça qu'on se rappelle de Fumé, Mmh. parce que Fumé c'est pas une défaite, mais c'est une entreprise qui a duré que 2 ans, même un petit peu moins. Ouais. Et en effet, pour moi, il y a quand même besoin de douleur, de sacrifice pour venir finir de graver un événement dans l'histoire. Et Ça n'aurait jamais pris tout son sens si Fiume était resté une cité onirique et idéale avec des gamins qui continuent à sauter des grues, des grues, voilà, à se balader dans la rue et à parler comme D'Annunzio D'Annunzio. lui-même. Ouais. Clairement. Bah, étant donné que la ville n'a pas été prise par les armes, C'est ça. l'entrée dans la ville s'est faite sans sacrifice pour le coup. Bien sûr. Alors elle s'est faite, il y a eu du risque, il y a eu un pari qui a été fait à un moment donné parce qu'on savait pas si les autres allaient tirer en face ou pas. Un petit peu de stress, je crois. Voilà, un gros pari, Ouais. mais au final il n'y a pas eu de gros sacrifices. Non. Et bon, moi je pense que le sacrifice il est quand même nécessaire à un moment donné dans toutes les aventures politiques. Et là en l'occurrence, bah l'heure est venue du sacrifice. Voilà. Bon, alors c'est un sacrifice qui a été provoqué par cet enculé de Nitti. Voilà, on peut dire que si c'était seulement naturel, bon, j'ai envie de te dire, il aurait pu être réglé assez simplement. Ouais, Mais là, vraiment, c'est les Fiumains qui ont subi la politique italienne. c'est ça. Donc le blocus des ports, qui était en gros la principale forme de commerce de Fiume. Hein. Oui, bah c'est une cité portuaire, hein, de toute Voilà. façon, Fiume. Et en plus, Nitti, ça se voit vraiment que c'est une manœuvre politique, ce qu'il est en train de faire, parce que il affame la population et en même temps, il évite quand même de perdre trop sur sa cote de popularité en affamant trop les gens et qui crèvent la dalle. Et il envoie la Croix-Rouge. Voilà, il avec, envoie des vivres. C'est ça. C'est pas non plus. Je pense qu'il essaye juste de couper la logistique de la ville, C'est ça. sans tuer les gens, hein, évidemment. Ouais, Ça reste son peuple. Hein. Pour moi, il essaie de montrer que le délire de D'Annunzio, bon voilà, c'était rigolo. On se calme. Maintenant, on va reprendre les choses en main. Et J'ai puis, un pays à faire tourner. voilà. Mais c'était sous-estimé le rêveur. Voilà. Qui va se remettre de ce revers. On Et, l'espère, en tout cas. D'ailleurs, j'avais noté 2-3 trucs. Ben, cette cité idéale qu'est Fiume, avec tous ces gens, tous plus extraordinaires les uns que les autres, et D'Annunzio en chef, Ouais. malgré voilà cette comment dire cette réputation de cité idéale, n'échappe pas. Les hommes restent les hommes, hein, comme tu l'as dit Ouais, très bien justement, n'échappent pas au marché noir et aux arnaques et disons au plus bas côté de l'homme. Bah, la spéculation, pour moi, étant presque le pire. Ouais. Le fait de spéculer sur les prix. Faire augmenter les prix de manière complètement. Jouer sur les taux de change, etc. C'est vraiment le plus bas des comportements. Ouais. Il y a un autre poète qui a écrit sur ça qui s'appelle Ezra Pound. Peut-être qu'un jour on lira des passages, mais pour moi, c'est vraiment un des côtés les plus avilissants de l'homme. Ouais. Parce que si tu peux jouer sur les prix, ça veut dire que tu as du pouvoir. Bien sûr. Et ça veut dire que tu joues un peu sur la misère. Quoi. Tu joues avec la vie des gens, hein, bien sûr. Hein, c'est ça. Et d'ailleurs, les patrons ne s'y trompent pas. Hein. Ils ont essayé d'en profiter pour vraiment finir d'aplatir les grévistes et les ouvriers. Alors, ils faisaient comment avec les monnaies, hein, c'est ça. Hein. Bah, en fait, en les payant au jour le jour, ouais, c'est ça. en les payant pas dans la bonne devise. Voilà, ils payaient en devise fiumaine, je suppose. Ouais, ou il me semble que c'est les ça. merdes qu'ils pouvaient trouver. Yougoslaves, etc. Ouais. Et eux se faisaient payer ou achetaient les denrées alimentaires ou de services ou quoi que ce soit en lire italienne. C'est ça, donc eux ils se couvraient aussi sur le risque de change, ouais. Mais il y avait quand même des gros soucis au niveau de l'entraide qu'on aurait pu espérer dans une petite ville comme Fiume. Et au final, on s'est aperçu que quand même les dynamiques de classe, elles reprennent quand même le dessus. Ouais. C'est pour ça que je dis que ça va bien aussi avec notre dernier chapitre sur le syndicalisme,
sur le côté social d'Annunzio et de son entourage, Mm. parce que les patrons, ils ont quand même essayé de profiter de cette crise, ou en tout cas de ne pas participer à l'effort. Ouais, c'est ça. D'efforts sociaux, hein, on c'est entend ça. bien. D'aider Et, les gens et ne pas les laisser crever de faim, etc. On voit d'ailleurs que des grandes réunions entre patrons... Déjà, il y a une grève. Voilà, une seule. Bah, il y a une grève générale. Une grève générale, ouais, c'est ça. Qui est un peu le seul moyen aussi de pouvoir accéder au patron, de pouvoir lui parler. Et qui finit en gros dans le salon d'Annunzio à discuter de ce qui se passe. Et il voit bien, D'Annunzio, c'est à ce moment-là qu'il voit bien que les uns veulent préserver leur patrimoine et les autres veulent juste pas crever de faim. D'ailleurs, c'est expliqué en une phrase. Vas-y. Attends, comment c'est ? Non, nous voulons vivre, tout simplement. C'est ça. Et il y a le truc aussi des ongles et des dents là. Ah oui. Je l'ai noté, attends, quelque part. Voilà, c'est la lutte des hommes avec les dents contre la lutte des hommes avec les ongles. C'est ça. Voilà. T'en as qui veulent juste gratter le plus possible. Même, ouais, c'est ça. Grappiller avec leurs gros doigts. Et il y en a qui veulent juste aller bouffer ce qu'ils peuvent bouffer, quoi. C'est terrible. Donc, Mais je trouve que c'est assez intéressant, ce côté syndical, troisième voie, un peu social, alors là, d'Annunzio. j'imagine que tu veux parler, pareil, on a beaucoup parlé en off de ça. De ce côté, D'Annunzio n'est pas un parti unique, on va dire, mais il a une colonne vertébrale et il sait s'adapter en toutes circonstances, au cas par cas. C'est ça, parce que pour moi, ces problématiques-là, je pense qu'au début, D'Annunzio, il les connaissait pas. Et c'est un gars qui a vécu dans l'aristocratie italienne. Même quand il était à l'armée, il rentrait de temps en temps chez lui dans sa villa pour se reposer un peu, baiser 2-3 aristos et puis repartir. Et au final, il a pas vraiment connu la vie, la vraie vie, quoi. Et je pense que c'est loin, mais loin de ses idées, de ses préoccupations. Lui, c'est un romantique, c'est un mec, il aime les grandes aventures, il aime les belles choses, il aime la jeunesse, mais il aime le soleil, il aime tout ça. Oui. Et au final, pinailler sur combien de poignées de farine, de pain, de trucs comme ça. S'occuper de l'inflation, voilà. Des patrons contre les travailleurs. J'ai pas envie de dire du blocus parce qu'au bout d'un moment, ça va le toucher quand même, tu vois. Ouais. Mais lui, ça, c'est pas une aventure pour lui. C'est un poète, ce mec. C'est pas poétique. Non. Mais sur la fin du chapitre et les passages qui sont bien écrits en fait sont pas écrits par Olivier Tosseri, ils sont écrits par D'Annunzio, lui-même, qui sont cités par Olivier Tosseri. Il y a un peu plus de virgule. Et ces chapitres-là, pour moi, D'Annunzio, il a découvert un peu de l'esthétisme et du romantisme dans cette petite lutte des classes à l'échelle de Fiume, quoi. Ouais, bien sûr. Quand il parle du regard des gens, du fait de venir leur donner la parole, etc. Il arrive des côtes avec c'est ça, il arrive avec ce sujet-là, arriver à encore se positionner comme un poète, comme un libérateur, mais qui dit mais toute la force elle est en vous et moi je suis juste un catalyseur, comme pour les Arditi, exactement pareil. Pour faire l'avocat du diable, je trouve que ça ressemble un peu à une sorte de rédemption de sa part. Ouais. Dans le sens où cet homme a vécu l'intégralité de sa vie comme un dandy, que ça soit avant ou après, et même pendant la Première Guerre mondiale. Bon, il se rend compte, parce qu'on l'a quand même poussé à la tête d'une grande ville, il se rend compte que c'est le bordel, il voit que des gens meurent un peu à cause de lui aussi. Ouais, de ou faim, en tout cas souffrent. Ou souffrent en tout cas. Donc, il se range du côté des plus pauvres. Et c'est normal, il a été touché. Ouais, je pense qu'il a été touché. D'Annunzio, comme tout bon poète, a été touché par ce qu'il a vu. C'est ça. Et puis il a réussi. Pour moi, il a quand même réussi à l'esthétiser. Quand on lit la description qu'il fait de la misère, c'est joli. Enfin, c'est joli, c'est bien dit. Oui, c'est bien dit. C'est bien dit. Ça me fait penser au son de PNL. La misère est si belle. En fait, ça a été écrit par D'Annunzio. Ouais, je crois. Faut le savoir. Enfin bref. Et j'ai bien aimé aussi la façon dont il a mené les négociations. À dire non, ça va pas se passer comme ça. Nous, on veut vivre. Ouais, c'est ça. Et au final, la conclusion du chapitre, c'est que il a obtenu tout ce qu'il voulait pour les ouvriers. Donc c'est plutôt très bien. Voilà. Et on touche un peu du doigt aussi la critique des partis politiques. Effectivement, ouais, bien sûr. Alors on en a un peu parlé dans le commentaire juste il y a 2 minutes. Ouais. Mais effectivement, ce côté où D'Annunzio, on sait bien que c'est un
un prélude du fascisme. Il a inspiré Mussolini, même si celui-ci s'est détourné quelque part de lui. Mais il n'est pas que fasciste. Il n'est pas casseur de grève, il n'est pas réactionnaire, etc. C'est pas que ça, en vrai, le fascisme. C'est Pour ça. moi, c'est plus un état d'esprit qu'un parti. C'est pour ça que ça a marché, je pense. Ouais. Et effectivement, D'Annunzio n'est pas le fasciste par excellence, parce que le fasciste est un état social. Tu l'as dit toi-même, le fascisme est social, il est pour le peuple. Ouais, mais il est devenu plus tard. Voilà. Il a quand même évolué, le fascisme, etc. Ouais. D'ailleurs, il a évolué avec Mario Carli, les Arditi del Popolo, contre pas les phalanges, comme on appelle ça, les chemises noires. Les chemises noires, voilà, de Mussolini particulièrement. Et après, ils se sont regroupés, ils ont pris le pouvoir. Et puis la dictature, c'était encore autre chose. Donc, c'est ce que dit Mussolini, tout par l'État, tout pour l'État. On se rend compte qu'on ne peut pas être tout blanc ou tout noir. Et que ce soit dans n'importe quelle strate de la vie politique ou sociale. Ouais. Il faut savoir mener la chèvre et le chou, finalement. Mais pourquoi on dit ça? C'est parce qu'il y a un moment dans le passage, dans le bouquin, là, ils disent qu'il est passé du camp de la droite, parce qu'après cet épisode de Fumée, il sera député. Il sera évidemment dans le camp de la droite, parce que voilà, il a une colonne vertébrale de droite. C'est quand même important d'avoir une bonne colonne vertébrale idéologique. Mais en effet, sur certains sujets, pour moi, il faut savoir prendre certains sujets au cas par cas. Et c'est là où j'aime bien ce que disait un peu Simone Veil. Ah oui. Simone Veil, la philosophe. Voilà. Sur la critique des partis politiques. Elle a écrit un petit bouquin sur ça, sur sa critique à elle. Bon, alors sa critique à elle, c'était que ça risquait de nous faire tomber dans le totalitarisme, je sais pas quoi, etc. Et en gros, ça a amené les partis au pouvoir à être avides de pouvoir, tout simplement, et finalement tomber dans le totalitarisme. Bon. C'est ça, bon. Ok, moi, ça, à la limite, je m'en fous un peu, mais je suis assez d'accord avec elle sur la liberté de penser. Ouais, bien sûr. Oui, cette manière de tout standardiser en termes de penser, bien sûr. Et au final, si tu es obligé de créer un parti pour chaque manière de penser, c'est pas possible. Et sinon, tu es obligé de renoncer à certaines parties de ton programme. Ouais. Et c'est là où je trouve que des expériences comme le fascisme sont intéressantes, c'est parce qu'elles proposent un peu cette fameuse troisième voie que tout le monde fantasme, qui est de pouvoir allier certaines pensées sur certains sujets. On va être plutôt très à droite sur certains sujets, et puis derrière on va adopter des positions sociales qui historiquement sont plutôt affiliées à la gauche. Et je trouve ça assez intéressant là-dessus. J'aime bien le boulot que fait l'Action française sur ça, sur la doctrine sociale de l'Église, sur toute cette partie-là, où pour le coup, l'Action française, alors je suis pas royaliste, mais ils arrivent bien à faire cette critique-là des partis politiques, notamment de la République, du parlementarisme, etc., par le fait qu'en effet, ça divise la nation. C'est ça. Ça rend débile sur plein de sujets. Le problème, c'est que, en réalité, le fait d'avoir plein de choses différentes, et non une unicité, non pas de pensée, mais une unicité d'un personnage, par exemple, d'une image, sur laquelle se regrouper, ça crée en fait de la division, et quelque part ça peut emmener à des guerres civiles. Puis ça crée de la bêtise aussi. Tu vois, moi j'ai pas envie de me retrouver à soutenir quelque chose juste parce que ma famille politique soutient cette chose. Je m'en branle complètement. Normalement, en fait, tu vois, là on parle du 10 septembre. On parlait du 10 septembre tout à l'heure, là, tous les deux. Et on s'était demandé si ça allait flopper ou pas. Malheureusement, on s'est dit également, oui, ça risque, parce que les Gilets jaunes était un mouvement apolitique. Au départ, récupéré par la gauche. À partisans, en tout cas. À partisans et récupéré par la gauche, et c'est à ce moment-là que ça a commencé à flopper. Le 10 septembre, c'est directement initié par la gauche. Ils ont déjà mis la main dessus. Donc ça commence déjà à faire chier les gens. La gauche, c'est une machine à flop sociale. Toutes leurs grèves, elles servent à rien. Leur mobilisation, elle sert à rien, parce qu'en fait, ils se mobilisent tout le temps pour tout et pour rien, sur tous les sujets. Et c'est comme crier au loup en permanence. C'est ça. Au bout d'un moment, les gens n'y croient plus. Et inversement, le jour où la droite arrivera à faire une manif, en dehors de nos milieux à nous, dans nos milieux, nous, on se mobilise, etc. Mais la droite, on va dire,
Là où la droite institutionnelle, depuis la manif pour tous, a jamais réussi à rassembler, à faire une manif, etc. Quand tu regardes la manif de soutien bidesque à Marine Le Pen, ouais, c'est vrai. C'est le premier parti de France. Il y avait 2000 personnes, je crois, c'était horrible. Non, un peu plus quand même, faut pas déconner. Mais, selon la gauche, il y avait 2000 personnes. Mais c'était bidesque. Ouais, mais parce que c'est un parti, et ça fait 2 épisodes qu'on critique le Rassemblement national. Il y a des choses qu'on aime bien, mais il y a beaucoup de choses que je déteste. Je pense qu'il faut être autocritique, c'est normal. Hein. Et c'est ce côté-là de la droite institutionnelle, à avoir peur de son ombre, à pas vouloir aller dans la rue, à pas vouloir politiser les gens, et à juste demander à ce que la vie politique ce soit une fois tous les 5 ans, s'il vous plaît, votez pour la mère Le Pen. C'est débile en fait. Du coup, ni la gauche ni la droite ne réussiront n'importe quelle mobilisation. Et c'est là où les Gilets jaunes étaient bons. Parce que la gauche, entre guillemets, pour résumer, la gauche fait peur avec tous ces partisans ultra politisés qui gueulent dans la rue, qui sont reconnaissables entre mille. Et surtout, c'est des étudiants homosexuels en fait. Donc, désolé, ça fait pas peur. Donc, ça fait pas peur, mais ça dégoûte. Hein, on est bien d'accord. Ouais, moi ça me donne pas envie d'être avec eux. Et de l'autre, des gens, j'ai pas envie de dire des normies, mais des gens qui attendent des réformes, la réforme tous les 5 ans, du président, des législatives, etc. Ouais. Il y en a d'autres, on les voit trop, et il y en a, on les voit pas assez. Ouais, c'est ça. L'enfer. Eh je crois qu'on peut se quitter là-dessus. Ouais, on en a profité, le fait que le chapitre soit un petit peu court pour aller un petit peu loin dans les discussions. C'est ça. Pour parler de l'Action française. Ouais, c'est du RN, Simone Veil. De Simone Veil, etc. Ouais. Mais même du fascisme de Mussolini. Mais ça me paraît normal aussi. Et écoutez, je crois que on peut conclure et surtout vous rappeler, une fois n'est pas coutume, que le chapitre de la semaine prochaine sera sur ce bon vieux Guido Kelger. Donc on sait que vous l'attendez tous. En tout cas, nous on l'attend. Voilà. Vous l'attendez pas, on s'en fout. Mais sachez que ça va être extrêmement intéressant. Et donc on vous dit à la semaine prochaine. À la semaine prochaine.